Quand on imagine un forgeron médiéval, on voit le feu, la sueur, des hommes robustes qui battent le fer rouge pour lui donner forme. On voit la lame sortir de la forge, noire et orangée, martelée jusqu'à former un tranchant, refroidissant sur un sol de pierre. Et c'est là que l'image mentale s'arrête. Avant la rouille, avant la pluie, avant les décennies. Cette image omet la chose la plus importante que le forgeron accomplissait. Et ce n'est pas une technique de marteau, pas un secret de trempe, ni un alliage spécial. Ce sont les 30 dernières secondes de chaque ouvrage. Les forgerons médiévaux à travers l'Europe, des ateliers documentés sous les fortifications du Krak des Chevaliers, dans l'actuelle Syrie, aux forges de guildes consignées dans les archives de la Worshipful Company of Blacksmiths de Londres, à partir du XIIIe siècle, évoluaient dans un monde où le fer coûtait plus que ce que la plupart des familles gagnaient en un mois. Remplacer une lame n'était pas une option. Alors ils ne les remplaçaient pas, ils les faisaient durer 40 ans sous la pluie. Pas en faisant quelque chose de compliqué, pas en cherchant des matériaux rares, en accomplissant une petite chose précise à la fin de chaque ouvrage, une chose que presque personne ne fait aujourd'hui, qui coûte moins qu'une tasse de café, et qui crée une protection fondamentalement différente de tout ce que vous trouverez en magasin. Toute l'industrie moderne de prévention de la rouille, qui vaut des centaines de millions de dollars en produits vendus chaque année, existe précisément parce qu'on a remplacé cette unique chose par un produit qu'il faut racheter la saison suivante. Il y a une raison physique, une différence chimique précise, entre ce que les forgerons médiévaux appliquaient sur une lame encore chaude et ce qu'une bombe d'anti-rouille fait sur du fer froid. Cette raison explique la différence entre 40 ans et 4 mois. Nous y arrivons dans 60 secondes, et une fois comprise, on ne peut plus l'oublier. Les royaumes médiévaux ne testaient pas leur solution dans des conditions confortables. Chaque technique qu'ils employaient était éprouvée par la famine, le siège et l'hiver simultanément, pendant des décennies, dans des salles en pierre jamais totalement sèches, lors de campagnes sous la pluie et les traversées de rivières, dans des conditions de stockage qui détruiraient tout produit moderne en une saison. Si une technique échouait, le royaume ne survivait pas. Il mourait. Les ferrures du grand donjon du château de Douvres, une structure dont les premières phases furent bâties sous Henri II, entre 1180 et 1190, documentées dans les rôles de l'échiquier conservés aux archives nationales de Kew, sont physiquement présentes dans l'édifice aujourd'hui. L'évaluation patrimoniale publiée par English Heritage sur le château de Douvres documente les ouvrages en fer subsistants des campagnes de construction médiévale dans la structure d'origine. Vous pouvez vous rendre à Douvres. Vous pouvez vous tenir sous des ferrures achevées par un forgeron sous le règne d'un roi Plantagenet. Ces pièces de fer n'ont pas survécu parce qu'on les a préservées. Elles ont survécu parce que les lois de la physique n'expirent pas. Le foyer britannique moyen dépense aujourd'hui plus de 30 livres par an en produits anti-rouille et traitements métalliques. Bombes, huiles, primaires, peintures de retouche. Selon l'étude de marché sur l'entretien domestique publiée par le groupe Mintel en 2022. Les ingénieurs des châteaux médiévaux dépensaient 0. Une porte de château intacte ne génère pas de facture. Une bombe qui s'épuise en novembre, si. L'aspect que l'industrie anti-rouille espérait voir disparaître du savoir commun, comment la technique médiévale fonctionne réellement au niveau physique, est exactement ce qui suit. Ce n'est pas une idée nouvelle. Théophilus Presbytère, un moine bénédictin écrivant vers 1125, compila un manuel technique intitulé « De diversis artibus », des divers arts. Il y consigne des techniques observées dans des ateliers actifs à travers l'Europe du Nord, et son 3e livre traite entièrement du travail des métaux. La traduction d'Odwell fut publiée par Oxford Medieval Texts en 1986 et se trouve dans chaque grande bibliothèque universitaire du monde anglophone. Théophilus ne théorise pas. Il documente ce que les forgerons faisaient réellement, étape par étape, dans l'ordre. Dans ses descriptions de finition, il associe systématiquement l'application d'huile à un métal encore chaud. Pas à du fer froid sorti du stockage. Pas à une lame finie la veille. La chaleur fait partie de l'instruction. Ibn al-Awwam, l'agronome andalou écrivant en arabe vers 1180, documenta le traitement des outils agricoles en fer dans son Kitab al-Filaha, un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, dont la première édition imprimée parut à Madrid en 1802. Il note que l'huile appliquée sur du fer chaud crée une surface durable, ce que l'huile appliquée à froid ne fait pas. 2 hommes, en 2 langues, aux extrémités du monde méditerranéen, aboutirent au même constat parce qu'ils observaient ce qui arrivait réellement au métal. La technique qu'ils documentaient était en usage continu depuis des siècles avant qu'ils n'écrivent un mot. Les forgerons médiévaux résolurent dans la rouille de façon permanente. Puis une industrie rendit cette solution permanente. Peu pratique, pas fausse, peu pratique. En 1872, Robert Sheesbrough, un chimiste new-yorkais,
qui avait observé des ouvriers pétroliers du puits Drake à Titusville, Pennsylvanie, recueillir un résidu cireux noir sur les tiges de pompe et le frotter sur leur peau, breveta la gelée de pétrole sous le numéro de brevet américain 127 568. Il la nomma Vaseline. Dès 1887, selon les registres publiés par la Chesbrough Manufacturing Company, il exploitait 22 usines. Il faisait la démonstration du produit dans les foires en se coupant les mains devant la foule et en refermant la plaie avec la gelée. En une décennie, la gelée de pétrole et les huiles de machine dérivées du pétrole apparaissaient dans les catalogues de quincaillerie en Grande-Bretagne et en Amérique comme des alternatives modernes supérieures à la pratique démodée d'huiler les outils avec de l'huile de lin pressée ou de traiter les lames avec du gras fondu. Le savoir que les moines bénédictins et les forgerons ont conservé pendant 5 siècles, transmis de maître à apprenti, consigné dans des manuscrits encore présents dans les archives universitaires, a perdu toute valeur face à un produit que vous remplacez chaque saison. On ne peut vendre un abonnement à un vernis d'huile de lin polymérisé qui s'est lié à la surface du métal et ne s'enlève qu'au prix d'un ponçage agressif. On peut vendre un abonnement à un spray inhibiteur à base de pétrole qui s'évapore, se lave et doit être remplacé avant l'hiver. Voilà l'explication complète. Rien n'a été prohibé, rien n'a été caché. Le cycle de facturation n'avait simplement pas de place pour la gratuité. Ce que les artisans médiévaux comprenaient de la différence physique entre un vernis qui s'intègre et un vernis qui se pose, et ce que vous allez appliquer à chaque outil métallique chez vous, pour quelques centimes par pièce, repose sur un principe spécifique. Il est le plus simple que tout ce qu'on trouve en magasin, et c'est la raison pour laquelle une lame de 1200 reste chimiquement protégée dans un musée aujourd'hui. À son apogée, l'Angleterre médiévale comptait plus d'1 millier de châteaux en activité, selon l'historien Robert Lydiard dans Castles in Context, publié par Wingather Press en 2005. Chacun d'eux maintenait des portes en fer, des herses, des charnières, des armements et des outils sans budget anti-corrosion, sans contrat d'approvisionnement, sans un seul produit spécialisé venant de l'extérieur des murs. La physique qu'ils employaient n'a pas changé d'une variable depuis 1200. Elle est accessible à vous aujourd'hui pour moins de $2. Et presque personne ne l'utilise. Vous avez observé ce principe toute votre vie. Mais dans la cuisine, pas dans l'atelier, quand vous culottez une poêle en fonte, vous appliquez une fine couche d'huile et vous chauffez. L'huile ne reste pas liquide. Elle fonce, elle durcit, elle se lie au métal et devient une substance qui n'est ni huile ni fer, mais plus résistante que chacune séparément, adhérant si fermement que l'eau perle dessus comme si le métal était devenu imperméable. C'est la polymérisation. L'huile a réagi chimiquement avec la surface métallique sous l'effet de la chaleur et s'est transformée en une couche permanente. Pas un film, pas un vernis posé en surface qui attend de s'évaporer, une couche qui fait partie intégrante du métal. Les forgerons médiévaux faisaient exactement cela à chaque lame et outil avant qu'ils quittent la forge. Pas avec un équipement spécial, avec un chiffon et de l'huile de lin, une huile pressée à partir du lin, la même plante cultivée partout en Europe médiévale pour le tissu. Le lin était une des cultures les plus communes en Angleterre lors du Domesday Book en 1086. L'huile était un sous-produit textile. Elle ne coûtait rien. La différence entre ce traitement et un spray WD-40 n'est pas la complexité, ni les ingrédients. C'est la question de savoir si l'huile polymérisera, durcira en une couche chimique permanente, ou restera liquide, s'évaporera et devra être remplacée. L'huile de lin polymérise lorsqu'elle est appliquée sur du métal chaud. L'huile de pétrole ne polymérise pas dans des conditions normales. Elle reste un film. Les films se dégradent. Les couches permanentes ne le font pas. Cette seule différence explique pourquoi la Wallace Collection de Londres conserve des lames médiévales, certaines du XIIe et XIIIe siècle, dont la chimie de surface originale reste intacte et mesurable. Le conservateur Tobias Capwell a documenté, via le programme de recherche de la collection, que les pièces survivantes montrent des traces de traitement par polymérisation d'huile appliquée avant que le métal quitte l'atelier pour la dernière fois. Ces lames ont traversé des cales humides, des armureries de châteaux d'Ampe et des siècles d'humidité variable. Le traitement a tenu parce qu'il ne reposait pas sur la surface. La plupart des gens qui tentent de reproduire cela font une erreur spécifique. Ils la font dès la première étape, avant même que l'huile touche le métal. C'est l'erreur qui transforme une protection de 40 ans en une protection de 4 mois. Voici ce dont vous avez besoin. Un flacon d'huile de lin brut. Les magasins de bricolage la vendent dans la section peinture. Les boutiques d'art aussi. En ligne, 1 litre coûte $5 ou moins et contient assez d'huile pour traiter tous vos objets métalliques plusieurs fois. Le coût réel par lame est de quelques centimes. Un chiffon de coton propre. Un vieux t-shirt coupé en carré de la taille d'une main est idéal. Une source de chaleur. Le brûleur d'une cuisine. Un réchaud de camping. Ou la chaleur résiduelle d'un travail métallique juste terminé.
Optionnel, un petit bloc de cire d'abeille. Un apiculteur local en donne souvent un morceau gratuitement. Les marchés le vendent environ 2 $ pour un bloc qui durera des années. C'est vraiment tout. Voici ce que la plupart des gens font de travers quand ils tentent de reproduire la méthode des forgerons médiévaux. Ils appliquent l'huile sur une lame froide. Tout forgeron médiéval dont les outils et armes rouillaient utilisait la même huile de lin que ceux dont les outils duraient 40 ans. La même huile, le même chiffon, le même geste sur le métal. La différence n'était jamais le matériau. C'était la température du métal au moment du contact avec l'huile. Le fer froid et l'huile de lin ne polymérisent pas. L'huile repose sur la surface comme un film liquide. Elle protège temporairement. Une saison humide, un hiver dans un abri damp, et ce film se dégrade. La rouille commence sous lui, précisément là où vous ne pouvez pas la voir ni l'atteindre avant que le dommage soit déjà fait. Théophile Lemoine l'énonce clairement dans De Diversis Artibus. La traduction de Dodwell du livre 3 décrit l'huilage comme étape de finition sur métal encore chaud. La température n'est pas un détail. C'est la technique même. Du métal froid et la même huile, appliquée par la même main, donnent un résultat médiocre. Le métal chaud, lui, garantit la réussite. Prenez votre lame ou outil et chauffez-le doucement. Pas au rouge, pas à température de forge, juste assez pour que l'approcher de votre poignet vous fasse reculer, comme pour tester l'eau du bain d'un nourrisson. Si une goutte d'eau projetée dessus crépite et s'évapore aussitôt, la température est idéale. Humidifiez votre chiffon d'huile de lin. Très peu, pas de trempage, pas de gouttes, comme pour nettoyer des lunettes. Essuyez le métal chaud d'un geste fluide et régulier. Couvrez tout. L'odeur se dégage aussitôt, suivie d'une légère fumée. Ce filet ténu marque le début de la polymérisation. Les molécules d'huile réagissent au fer chaud et se lient en une couche solide. Posez la pièce. Laissez-la refroidir naturellement. Ne la plongez pas dans l'eau froide. Ne soufflez pas dessus. Laissez faire. L'étape suivante distingue un traitement éphémère d'une protection durable. Paul. Les archives cisterciennes de l'abbaye de Fountains, dans le Yorkshire du Nord, l'un des chantiers médiévaux les mieux documentés d'Angleterre, révèlent un détail. Les pièces de fer encastrées dans la maçonnerie étaient enduites d'une couche de graisse animale avant la pose. Le suif, simple graisse de bœuf fondue, ne se polymérise pas comme l'huile de lin, mais il résiste aux milieux alcalins, là où l'huile de lin échoue. Le suif était appliqué sur la pierre, l'huile sur les surfaces exposées. En milieu alcalin, tout fer en contact avec du béton, du mortier frais ou du plâtre, appliquez d'abord le suif, tiède, puis l'huile par-dessus, tandis que le suif est encore chaud. Les deux matériaux font ensemble ce qu'aucun ne fait seul. Le suif ne coûte rien, c'est le gras fondu d'un simple rôti de bœuf. Quelques euros de matériaux, 5 siècles de preuves physiques, toujours visibles dans les murs des châteaux européens, les vitrines des musées, les ruines des abbayes. Le crack des chevaliers domine toujours sa crête dans l'actuelle Syrie occidentale. La chronique d'Ibn Wassil, l'historien égyptien qui relata le siège mamelouk de 1271, documente le moment où les derniers chevaliers de l'hôpital franchirent cette porte. Paul Deschamps a étudié les ferronneries subsistantes dans son relevé archéologique de 1934. Le fer qui a survécu est toujours là, sous l'objectif. La physique de ce que ces forgerons appliquèrent sur ce métal n'a pas changé. La chimie est la même aujourd'hui que lorsque le dernier forgeron de la forteresse posa son chiffon et déclara l'ouvrage terminé. Ce que vous construisez accomplit la même chose. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Peu importe, cela fonctionne dans les deux cas.